Est-ce que vous aimez les oiseaux? Étrange comme question, je vous l'accorde. Mais est-ce que vous êtes déjà allé à Amsterdam? Ou est-ce que vous avez déjà fait un babysitting? Oui? Non? Peut-être? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous avez fait un de ces trucs, alors abonnez-vous. Et si vous n'avez jamais fait ça, alors vous aimez sûrement les oiseaux, donc abonnez-vous aussi. En tout cas, c'est bien l'histoire de 3 personnes que je vais vous raconter aujourd'hui. 3 personnes qui auraient peut-être préféré disparaître dans ces situations qui les ont traumatisés. Vous ne me croyez pas? Eh bien, venez avec moi si vous vous en sentez capable pour découvrir les tréfonds de l'humanité et de l'horreur. Générique. La première histoire, c'est celle de Elena et elle nous explique qu'elle a vécu au même endroit jusqu'à ses 18 ans. Elle habite dans un endroit où c'est la campagne et donc elle est habituée au bruit de la forêt, etc. et de la nature de manière générale. Bref, ça a son importance pour la suite, vous verrez. Finalement donc, à sa majorité, elle est partie en ville, mais elle revient souvent voir sa famille pendant les vacances. Entre-temps, l'année qui précédait son retour chez elle, ils ont déménagé dans un hameau vraiment isolé, dans les champs, à quelques kilomètres de son village d'enfance. Donc, un été, elle se rend là-bas dans la nouvelle maison de ses parents. Elle y passe un petit séjour, il fait chaud, donc elle ouvre les fenêtres la nuit, en fermant les volets. Elle explique que les fenêtres donnent sur la rue, mais de toute façon, il n'y a apparemment littéralement personne dans les environs. Ils ont des voisins, mais ce sont des couples de cinquantenaires, donc elle sait qu'elle ne sera pas dérangée pour dormir. À 21 h, déjà, c'est le silence total. Elle s'endort donc tranquillement, mais à 3 h du matin, elle est réveillée par un bruit. C'est un bruit d'oiseau. C'est assez fort pour l'avoir réveillée, mais il reste loin. Elle est dans les vapes, elle l'écoute pour déterminer ce que c'est, mais elle n'y arrive pas. Par la suite de ça, elle n'arrive pas à se rendormir car le bruit casse complètement le silence. Mais quelque chose la retient d'aller fermer les fenêtres. Le bruit se rapproche d'elle progressivement. Et ça lui fait une sensation très bizarre. Elle est comme figée. Finalement, le bruit arrive vers ses fenêtres, ça lui glace le sang, car ce n'est pas du tout le comportement d'un oiseau de faire ça, donc elle sort de son lit discrètement et colle son oreille au volet. Et là, elle entend quelque chose qui la terrifie et elle n'arrive plus du tout à bouger. Le chant de l'oiseau tressaute et se rate. Ce n'est apparemment pas un oiseau, mais plutôt un humain avec un pipeau à oiseau qui marche dans la rue. Alors qu'elle regarde à travers les volets, elle a la confirmation que c'est bien un homme. L'homme est à quelques mètres d'elle, derrière sa fenêtre. Elle a une sensation vraiment bizarre et elle a l'impression d'assister à un truc auquel elle ne devrait pas. Donc elle reste figée et attend qu'il parte assez loin pour ne pas entendre qu'elle ferme la fenêtre. Elle se pose plein de questions. Il y a des champs tout autour, des petites forêts à quelques kilomètres. Pourquoi l'homme va utiliser son pipeau dans la rue? Il y avait un oiseau avec ce chant dans le secteur, elle l'aura entendu de sa fenêtre. Et ce n'est pas le cas. Bref, finalement, l'homme est parti. Trop bizarre, mais bon. Après quelques heures, elle se rendort. Le lendemain matin, elle en parle à ses parents, ils ne la croient pas et pensent qu'elle a rêvé. Cela l'énerve beaucoup, elle n'aime pas qu'on pense qu'elle déraille, alors elle décide de laisser les fenêtres ouvertes cette nuit et d'essayer d'enregistrer le son pour qu'ils la croient et aussi pour qu'ils puissent déterminer quel oiseau l'homme essaye d'imiter. Elle leur dit et ils se moquent d'elle en lui disant que cela ne se produira pas. Ah, décidément, toutes ces histoires où les gens ne croient pas leurs enfants, etc. Moi, si un jour j'ai des enfants, je les croirai à 100% et du coup, ils vont me raconter des trucs de malade parce que dans la tête des gosses, il se passe des trucs de fou. Et je vais me chier dessus tout le temps. Voilà, super. Bref, revenons-en à notre oiseau humain. On arrive donc la nuit où elle veut enregistrer et raté pour ses parents car à 3 h du mat, l'homme est au rendez-vous et la réveille de nouveau. Cette fois, elle sort son téléphone et le colle au volet pour enregistrer le son. Alors qu'elle enregistre, elle entend l'homme trébucher près de sa fenêtre, comme s'il était encore plus près, qui fait un bruit de cailloux quand il tombe. Donc elle a la confirmation que ce n'est définitivement pas un putain d'oiseau. Le lendemain, elle fait donc écouter le son à sa mère qui pense que c'est le bruit d'une chouette. Elle n'a plus l'enregistrement depuis, vu que cela fait plus d'1 an, malheureusement. Elle est d'accord, c'est sûrement le bruit d'une chouette, mais bon, ça n'explique pas pourquoi il y a un homme qui fait la chouette sous sa fenêtre alors qu'il n'y a pas de chouette dans les environs. On arrive maintenant à la 3e nuit de suite, elle laisse toujours les fenêtres ouvertes, elle a toujours peur, mais elle est trop curieuse. À 3 h du matin précise, comme d'habitude, il est ponctuel, elle entend l'homme arriver et elle va se poster cette fois derrière la porte d'entrée, à 2 pas de sa chambre sur la même façade. La porte est en verre, un peu floutée, la rue est éclairée par quelques lampadaires, bref, si l'homme passe, elle verra sa silhouette et pourra déterminer à quoi ressemble l'homme chouette. Eh bien non, elle n'arrive pas à le voir, elle l'entend, mais elle ne voit pas son ombre, même pas une petite forme. C'est vraiment bizarre. Les nuits suivantes, elle continue à l'entendre. Sa mère s'est levée à 3 h pour voir,
et elles l'ont écouté ensemble. Une fois, elle a fermé la fenêtre quand il était juste à côté, par curiosité de voir ce qu'il allait faire. Et le bruit s'est juste arrêté quand il l'a entendu. Elle a fini par fermer les fenêtres tous les soirs. Elle ne sait pas quoi faire de plus pour enquêter. Le seul truc qu'elle n'a pas fait, c'est sortir dehors quand il est là. Et c'est hors de question pour elle qu'elle le fasse. Parfois, elle l'entend quand même, fenêtre fermée, mais cela ne la réveille pas. C'est quand même vraiment chelou, hein, un mec qui vient sous ta fenêtre pour faire le chant d'une chouette. Pas d'autre chose à dire à part que c'est vraiment chelou. Bref, durant la semaine où elle était là-bas, ça a duré pratiquement toutes les nuits. Elle repart finalement chez elle et n'y pense plus trop, mais sa mère lui dit parfois qu'elle l'entend elle aussi. Mais pas forcément dans la rue, mais dans un petit chemin perpendiculaire à la rue qui mène au champ. Elle lui dit que ce qu'elle entend c'est une chouette, mais elle sait que ce n'est pas vraiment une chouette à proprement parler. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais une nuit où elle est retournée chez ses parents, elle l'a réentendue. Toujours à 3 h du matin précisément. Et elle n'a pas réussi à se rendormir, elle a malgré tout fermé sa fenêtre avant qu'il s'approche trop, car elle avait peur, car elle sait qu'il vient se placer de plus en plus proche de sa fenêtre. Pourquoi? Pour quelle raison? Elle ne sait pas. Elle est effrayée par ça. Et vous, avez-vous une idée du but de cet homme chouette? Pourquoi jouer du pipeau dans la rue en pleine nuit? Et pourquoi il veut absolument attirer des chouettes? Ça ne peut pas être juste un passionné, car l'homme fait ça toutes les nuits de la semaine et du week-end. Et toujours à une heure précise. Vraiment étrange cette histoire. La prochaine histoire, c'est celle de Adrien. Il a 24 ans au moment des faits et il y a quelques temps, il est parti pour quelques jours à Amsterdam avec ses amis afin de profiter des paysages et de la faune locale. Une fois sur place, tout se passe bien, il s'amuse, visite et consomme un peu. Rien d'étonnant en allant à Amsterdam. Cependant, tout bascule la veille de leur départ. Ce soir-là, lui et ses amis décident de rentrer plus tôt à l'hôtel pour regarder une série et fumer en toute tranquillité. C'est donc le début des atrocités. A noter qu'il est interdit de fumer dans les chambres d'hôtel à Amsterdam, malgré le fait que beaucoup de gens y vont pour ça. C'est pourquoi il décide de sortir fumer devant la porte de l'hôtel. Les amis de Adrien partent en premier de la chambre et lui les suit 5 minutes plus tard. Une fois en bas de l'hôtel, il remarque qu'une personne est en train de parler avec ses amis. Étant une personne assez extravertie, il s'avance et salue tout le monde. C'est là qu'il rencontre la personne en plus dans le groupe, un homme d'environ 35 ans, gros et chauve, habillé d'un débardeur blanc et de manière troublante. Il est luisant, comme s'il transpirait du beurre. Je ne sais pas comment décrire cette sensation, mais cet homme avait quelque chose de malsain. Ok, bah déjà, s'il transpire comme du beurre, je m'approcherai pas trop, quoi. C'est un peu dégoûtant. Bref, Adrien se dit, bon, allez, c'est rien, tu te fais des idées, et il entame la discussion en anglais avec l'homme de manière approximative. Dès la première phrase de l'homme, cependant, il se sent encore plus mal à l'aise, mais il décide de continuer la conversation. L'homme se présente comme étant Max, pas moi, hein. Je dis, moi, je transpire pas du beurre. Il est apparemment marié, et habite à Amsterdam, faisant des micro-prises de champignons hallucinogènes et travaillant dans l'informatique. Oui, il donne toutes ces informations comme ça, d'un coup, à la suite. Pas trop compris le lien et comment tu te présentes aux gens, mais ok, genre bonjour, je m'appelle Maxime, je suis marié, j'ai 3 enfants, je me drogue régulièrement avec une seringue que vous avez juste là d'ailleurs. Et puis de temps en temps, j'essaie de me pendre juste ici. Peut-être aller un peu loin. Un peu plus loin que le mec encore, pour souligner l'absurdité de la situation. Bref, à ce moment-là, Adrien, il rit en pensant que ses amis riront aussi, mais quand il se tourne vers eux, ils évitent son regard, ils ont l'air mal à l'aise à l'idée de discuter avec Max. Lui décide néanmoins de continuer la conversation pour éviter tout malaise et tout moment de silence. Max donc finit par dire qu'il parle allemand, et Adrien pense que parler allemand peut rendre la conversation moins bizarre, car lui parle bien allemand. Mais quand il commence à poser des questions en allemand, l'homme se fiche et répond en anglais qu'il doit partir parce qu'il a quelque chose qui l'attend. Apparemment, il voulait juste inventer une vie encore. Bref, on arrive maintenant 2 heures plus tard, alors que Adrien est remonté avec ses amis, et il décide, lui et un autre de ses amis, de redescendre fumer. En se préparant et finalement en sortant de la chambre, il voit Max au bout du couloir, dans leur couloir de leur chambre, comme s'il les avait suivis. Adrien reste figé, il se regarde avec son ami, disant que ce mec est vraiment étrange, mais il n'y prête pas attention, pensant que c'est une simple coïncidence. Il passe devant lui, l'ignore, et une fois devant la porte de l'hôtel, Max arrive derrière eux et commence à leur poser des questions personnelles, les mettant très mal à l'aise. Ils décident donc d'arrêter plus rapidement de fumer pour remonter plus vite, et aussi parce qu'ils ont l'impression que cela les rend paranoïaques. Ils s'excusent auprès de Max en disant qu'ils sont fatigués et qu'ils vont dormir. Max éteint instantanément sa cigarette et les suit à l'intérieur de l'hôtel, puis dans l'ascenseur. Mais ils remontent à leur chambre sans problème, sans que Max n'insiste plus que ça. Ils s'arrêtent juste dans le couloir, pas loin de leur porte. 1 heure plus tard, ils ont faim et décident de se rendre au distributeur automatique à l'accueil de l'hôtel. Avant de sortir de la chambre, Adrien fait une blague à ses amis sur le fait que Max pourrait les attendre encore au bout du couloir.
Un de ses amis lui répond qu'il a trop fumé et qu'il exagère, qu'il est sûrement paranoïaque. Mais vous connaissez la suite. Cependant, dès qu'ils ouvrent la porte et passent la tête à l'extérieur, ils aperçoivent Max à moitié affalé sur le mur, attendant visiblement. À ce moment-là, ils ne comprennent absolument pas. Ils se disent que ce mec est vraiment chelou parce qu'il les attend encore. Et ils rentrent tous à l'intérieur le plus rapidement. Ils ferment la porte à double tour, se posent et commencent à réfléchir. Ils sont tous dans la panique et ne savent pas s'ils sont juste paranoïaques, si ce mec est chelou ou s'ils étaient réellement en danger. Bref, après ça, ils ne sont plus sortis de leur chambre de la nuit et ils n'ont plus jamais entendu parler de Max. Ils sont repartis le lendemain et ils ont fait comme si rien ne s'était passé avec ce personnage étrange. Alors moi aussi j'aurais flippé et vous avez peut-être eu raison de plus trop le croiser parce que déjà il était chelou. En plus pourquoi il vous suivait, il attendait dans le couloir, bref, très bizarre. On passe maintenant à la troisième histoire. Cette histoire, c'est celle de Ashley, une jeune femme de 19 ans, qui a découvert une annonce sur Facebook pour effectuer du babysitting un samedi de 16h à 23h. Le tarif proposé, soit 15 € de l'heure, l'incite à contacter immédiatement l'auteur de l'annonce. Étant étudiante, cette opportunité pourrait lui rapporter 105 €, ce qui n'est pas négligeable. La personne à l'origine de l'annonce est la mère de la famille, qui lui propose de rencontrer sa fille de 8 ans, prénommée Alma, lors d'une brève entrevue. Le rendez-vous est fixé le jeudi soir de la même semaine à 19h20, après un précédent babysitting auquel Ashley va participer. Malheureusement, ce soir-là, son téléphone se trouve à court de batterie, ce qui rend son GPS inutilisable. Elle envoie donc rapidement un message avant que son téléphone s'éteigne à la personne pour expliquer qu'elle dispose de seulement 2% de batterie et que son GPS ne fonctionne pas. Néanmoins, elle suggère de reporter la rencontre au lendemain, soit le vendredi, avant le babysitting prévu le samedi donc. La mère accepte et lui parle du fait que justement elle avait besoin le vendredi après-midi de faire garder sa fille pendant 2 heures et qu'ils feront la rencontre en même temps, etc. Donc Ashley est ravie, en plus de ça elle va se faire 30 € supplémentaires. La mère explique cependant qu'elle ne sera pas présente mais que son mari, oui, sera là à la maison lorsque Ashley viendra pour s'occuper d'Alma, car lui travaillera en télétravail. Bien qu'Ashley se demande pourquoi il est nécessaire qu'elle garde la fille si son père est à la maison, elle se dit que ce n'est pas grave, qu'elle va se faire 30 € et que il a peut-être besoin de calme. Ce qu'elle trouve bizarre, c'est qu'elle considère qu'à l'âge de 8 ans, Alma pourrait rester seule dans sa chambre pendant 2 heures avec son père à proximité. Bref, elle passe au-delà de ça et pense seulement à l'argent qu'elle pourrait se faire. La nuit précédant ce babysitting, donc, Ashley fait un rêve troublant dans lequel elle sort de chez elle, se tourne vers sa mère et déclare « Cette situation n'a aucun sens ». Suivi d'actions et d'un sentiment qu'elle est en danger. Cependant, en se réveillant, elle ne prête pas trop attention à ce rêve et le considère comme un simple rêve quoi. Mais serait-ce un rêve prémonitoire ? Je ne sais pas. Bref, on est maintenant le vendredi du babysitting, le début de journée se déroule sans encombre, mais Ashley ressent un stress grandissant et un mauvais pressentiment concernant le babysitting de l'après-midi. Elle est comme oppressée par une boule au ventre et une légère nausée. Mais elle essaie d'ignorer ce sentiment et vers 14h50, alors que le babysitting commence à 15h, elle quitte sa maison en avance, selon elle, car la maison de la famille d'Alma se trouve à seulement 4 minutes en voiture. Donc elle a largement le temps. Elle explique que la maison est située au bout d'un chemin boueux et fortement détérioré, à proximité d'une autoroute et entourée de forêts. Lorsqu'elle arrive, elle sonne au portail et la voix du père lui indique qu'il va ouvrir. Elle explique aussi que le portail est massif, rouillé et s'ouvre lentement, ce qui lui laisse une sensation désagréable. Un peu comme si elle rentrait dans un film d'horreur quoi, c'est pas loin. Ashley se dirige donc vers la maison, toque à la porte et le père lui ouvre. À cet instant précis, un immense stress envahit Ashley et un instinct lui crie de fuir, de ne pas rester ici, surtout en présence du père. Elle ne peut expliquer pourquoi, mais elle ressent une menace imminente. Le père lui adresse un regard et un sourire extrêmement malsain, provoquant des frissons. C'est comme si son corps lui indiquait un danger imminent, même si elle n'a pas de raison concrète de s'inquiéter. Malgré cela, elle décide d'entrer dans la maison. Et là, elle n'en reviendra jamais. Non, c'est une blague, c'est un thread d'horreur, c'est pas un film d'horreur. Hein. Bref, elle nous décrit un peu la situation et nous dit que le père est vêtu d'un long pantalon bleu en tissu qui traîne au sol, d'une chemise trop grande et il est pieds nus avec des orteils sales. Sympa. Pendant ce temps, la petite Alma joue avec des Playmobil et semble également étrange, comme si elle se cachait de quelque chose. Le père se retire dans son bureau pour travailler, mais avant de refermer la porte du couloir, il lance un dernier regard à Ashley, accompagné d'un sourire particulièrement inquiétant, scrutant son corps de haut en bas, comme s'il était satisfait de quelque chose. Ashley, toujours inquiète, joue brièvement avec Alma, mais au bout de 15 minutes, la fillette devient étrange et Luke suggère d'aller chercher un autre jouet dans sa chambre. Ashley accepte et propose de jouer à autre chose, et elle demande à Alma de l'accompagner, mais Alma répond froidement avec un léger sourire « Non, toi vas-y ». Moi je t'attends ici. La chambre d'Alma se trouve dans le fameux couloir fermé
où son père travaille, ce qui rend impensable pour Ashley d'y aller seule. À ce moment-là, elle a l'impression qu'une embuscade l'attend au bout de ce couloir. Elle parvient finalement à convaincre Alma de l'accompagner en prétendant ne pas savoir où se trouve sa chambre. À cet instant, Ashley ressent qu'en entrant dans cette maison, dans ce couloir, elle pourrait ne jamais en ressortir et qu'elle est réellement en danger. Alors qu'elle avance, Ashley scrute les pièces en traversant le couloir pour repérer le père. Mais étrangement, elle ne le voit nulle part. Alma et elle finalement arrivent à la chambre de la petite et elles discutent, font un peu de coloriage, mais soudain, Alma s'interrompt brusquement. Elle place ses mains derrière son dos et commence à fixer Ashley, les yeux grands ouverts et écarquillés pendant une bonne minute. Il se passe donc une minute durant laquelle Ashley observe Alma, jetant des regards autour d'elle sans vraiment comprendre ce qui se passe. Le silence oppressant qui règne dans toute la maison la met mal à l'aise. Alma reprend la parole comme si de rien n'était. À cet instant, Ashley commence à chercher dans la chambre un objet qui pourrait servir d'arme, au cas où, tout en gardant un œil sur la porte de la chambre qui reste ouverte. Les deux jouent donc à un jeu par terre et le temps semble interminable. Malgré son stress et ses mains qui tremblent, Ashley tente de rester calme, sans vraiment comprendre pourquoi elle se sent aussi anxieuse. Finalement, l'heure de la fin du babysitting approche. Il est 17 h et le père d'Alma apparaît à la porte de la chambre, pile à l'heure, en annonçant « Il est 17 h ». En effet, Ashley se lève, croyant que quelque chose va lui arriver, mais finalement, il ne se passe rien. Elle récupère ses 30 €, dit au revoir et quitte la maison en esquissant un faux sourire en lançant un « à demain ». Ashley note que, même après ces 2 heures, la mère n'est pas revenue à la maison, ce qui la fait se demander si son babysitting avait réellement servi à quelque chose, car elle laisse à nouveau Alma seule avec son père. Donc au final, la même situation que 2 heures auparavant. En sortant, elle court néanmoins vers sa voiture, et une fois à l'intérieur, elle se met à pleurer, incapable de comprendre pourquoi elle se sentait en danger et pourquoi elle avait l'impression d'avoir échappé à une situation potentiellement mortelle, même si au final, il ne s'est rien passé. Elle nous précise que lors d'une conversation avec Alma, la petite, cette dernière lui apprend que la piscine a été nettoyée en prévision de son anniversaire en famille le lendemain, le jour où Ashley était censée la garder. Elle se pose alors des questions sur la nécessité de la garder le samedi de 16 h à 23 h, surtout pendant une fête d'anniversaire où il y aurait de nombreux adultes. Plus, elle n'a jamais rencontré la mère, n'a jamais parlé avec elle au téléphone et n'a aucune preuve concrète de son existence. Finalement, Ashley est rentrée chez elle avec toutes ces questions à sa tête et le soir, la mère envoie un message à Ashley pour savoir comment ça s'est passé. Elle répond en mentant, évidemment, disant que tout s'est bien passé, mais qu'elle ne pourra pas revenir le samedi parce que son grand-père est malade et hospitalisé. C'est une excuse, évidemment, mais Ashley ressent profondément qu'elle ne doit jamais retourner dans cette maison. Ashley explique donc la situation dans un message et présente ses excuses. La réponse qu'elle reçoit de la mère est un simple « Ok, bon courage ». Par la suite, elle s'interroge sur la froideur de cette réponse, se demandant qui peut réagir aussi abruptement à un message expliquant une situation familiale difficile. Elle aurait préféré une réponse plus compatissante et civilisée du genre « Nous sommes désolés pour demain, nous espérons que votre grand-père ira mieux, bonne soirée ». Par rapport à la réponse qu'elle a reçue, Ashley a vraiment l'impression que le plan initial de la mère, si elle existe vraiment, et de son mari, aurait échoué suite au message de Ashley. Ou alors que suite à ce message-là, la mère, si elle existe vraiment, aurait compris qu'elle avait remarqué quelque chose d'étrange. Et peut-être, elle en déduit qu'ils doivent chercher une autre victime. Elle insiste quand même sur le fait que le père l'a véritablement regardée comme une proie dès qu'elle est arrivée, comme s'il avait choisi la victime parfaite et qu'il éprouvait de la satisfaction à ressentir sa peur. Suite à cet événement traumatisant, Ashley a décidé de mener des recherches sur le père, se demandant si elle était folle d'avoir ressenti ce qu'elle a ressenti. Après quelques recherches avec son nom, elle découvre que cet homme était connu au niveau du gouvernement, ayant travaillé auprès de ministres. Mais surtout, sa carrière a sombré après avoir été accusé d'harcèlement sexuel, de séquestration et de tentative de féminicide. Ce jour-là, après ses recherches, Ashley a réalisé qu'elle a peut-être réellement échappé à un drame. Elle se demandera toujours aussi pourquoi elle aurait dû garder Alma le samedi juste après le premier babysitting de 16 h à 23 h, surtout alors qu'il s'agissait de son anniversaire et que la famille de la petite serait là. Elle conclut en donnant un conseil de suivre toujours son instinct et son intuition, car selon elle, le corps ne se trompe jamais. Et c'est maintenant l'heure de vous abonner, de liker et de partager pour faire frissonner vos copains.
Oh mon dieu, je deviens vieux dans ma manière de parler. En tout cas, n'oubliez pas de me suivre aussi sur Instagram, c'est super cool là-bas. Et puis, il y aura des concours, tout ça bientôt. Bref, le lien est dans la description. Et moi, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vraiment, soutenez-moi en vous abonnant, c'est gratuit et ça m'encourage à continuer. Évidemment, lâchez un petit pouce bleu et mettez quelle histoire vous avez préférée en commentaire. Et sur ce, moi, je vous fais un bisou. Peace.